Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Plus de 300 personnes ont besoin de l'aide humanitaire dans la zone Gatumba suite à des fortes inondations qui se sont abattues dernièrement dans cette localité. Juma Sabati, à qui la mairie de la ville de Bujumbura a ordonné de démolir ces maisons situées au 21e avenue de la zone Wuyendi, demande que ces décisions soient revues. Ça et d'autres dans un petit moment. Bienvenue. Plus de 300 personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans les zones de Gatumba suite aux inondations qui se sont abattues dernièrement dans cette localité. Suivant Patrice Kini. 9 longues années viennent de s'écrouler, c'est-à-dire depuis 2016. Les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimboudi, en province de Bujumbura, faisant face au problème des inondations venant de la rivière Rusizi, qui déborde et ensuite dévie dans les maisons des gens lors de la pluie torrentielle qui donne la force aux autres rivières qui se jettent dans cette dernière, détruisant son passage, plusieurs vies et beaucoup d'autres biens matériels. En 2021, des graves inondations ont encore frappé cette localité, année durant laquelle la Croix-Rouge du Burundi a pu dénombrer plus de 6400 ménages devenus sans abri. Arrivant sur place, certaines autorités ont vraiment constaté que c'était pas un lien vivable. La même année, l'État burundais, en franche collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et la Croix-Rouge du Burundi, ont construit en faveur de plus de 467 familles les plus touchées par ces inondations des toits de secours dans les sites Sobel de la zone Marangia en commune Mutimbozi. Malgré cela, la situation ne semblait toujours pas être favorable pour ces habitants dans ces sites, car, selon eux, trouver des produits de première nécessité comme l'eau et la nourriture était casse-tête. La période de les secourir dans ces sens arrivant à son terme, en 2023, ils se sont vus obligés de libérer les sites et retourner d'où ils venaient. Après juste un petit moment d'aisance, en mars 2024 pour être précis, il y a eu de fortes inondations d'une grande allure dans cette zone causée par des débordements des eaux de la rivière Rusizi suite aux pluies torrentielles causant des dégâts tant matériels qu'humains, où plus de 200 000 personnes ont été touchées ainsi que plus de 100 000 autres personnes sont devenues déplacées. Une situation jamais enregistrée auparavant au cours de l'histoire des Gatumba. Avant cela, la population avait évoqué des doléances pour qu'une digue soit construite afin de pallier à ce problème, ont aussi anticipé aux éventuels cas, mais leurs efforts n'ont pas abouti. Suite à cela, le 16e jour du mois d'avril, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, conjointement avec l'Organisation des Nations Unies au Burundi, ont sorti un communiqué et invoquant leur ambition de secourir considérablement toutes les personnes touchées par ces inondations. Ces citoyens de la zone Gatumba seront délocalisés comme prévu lors des assises de la réunion ministérielle du 17 avril 2024 et amenés loin de tout danger causé par ces inondations. Parlons maintenant de l'environnement, les failles des montagnes qui causent quelquefois des dégâts aux gens qui vivent au même niveau que ces derniers. Ce sont les propos d'Athanase Nkundimana, expert en environnement. Les failles qui sont situées dans des différentes montagnes peuvent causer des glissements des terrains d'un moment à l'autre, tout en laissant des milliers d'habitants qui vivent dans le chaos. Selon Athanase Nkundimana, l'expert en environnement et le professeur de l'université. Il s'agit d'un glissement de terrain rotationnel, c'est-à-dire qu'il y a un affaissement successif qui est lié à plusieurs facteurs, soit c'est la structure du soleil en soi, ou soit aussi c'est la pente. Vous voyez par exemple au niveau de cette colline, nous avons affaire à une colline, à une pente très longue et raide, mais aussi on a affaire à des roches qui sont tendres. Comparativement à ces roches du côté de Mutumba, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Et donc, ce phénomène de glissement de terrain revient de la logique de l'ensemble de ce déversant des migois. Mais ce qui fait la différence, c'est que, pour le moment, on assiste à une succession glissement rotationnel. Au niveau de tout le replat, on a
de fractures très vastes, de fractures partout, fractures à différents niveaux. Du niveau, au niveau de la vague de fractures, et puis plus vous montez, plus vous avez des fractures un peu partout. Et ce qui fait peur également, c'est que même la zone qui n'est pas affectée, à côté, on voit aussi les fractures un peu partout dans la zone. Ce qui montre qu'il s'agit d'une zone qui est maintenant instable. Le professeur Mouzimana Athanase nous parle également des facteurs causant ce phénomène. Les fractures peuvent être causées par la lithologie en soi, mais comme nous sommes aussi dans la logique du Rift Valley occidental africain, on ne peut pas ignorer qu'il y a aussi, nous sommes dans une zone qui est un peu sismique, hein. Même si deux fois on ne sent pas qu'il y a sismicité, mais de temps en temps il y a ce système. Donc, on ne peut pas ignorer. J'ai pas fait une investigation par rapport à la sismicité, mais ça aussi ça peut être une hypothèse. Pourquoi hypothèse? Parce que on voit qu'il y a continuité de fractures. On est habitué à voir des glissements qui sont ponctuels, donc localisés ici et là. Mais si vous vous rendez compte que à côté de cette colonie qui a connu un méga glissement rotationnel, dans l'ensemble, on voit les fractures qui sont en continu un peu partout. Et donc, on peut aussi évoquer qu'il peut y avoir, disons, un mouvement de tectonique, mais qui n'est pas consenti ou senti par personne. Ça, c'est un. De deux, c'est évoquer, disons, la lithologie, je l'ai déjà dit, les roches en place, mais aussi la pente. Et aussi les travaux anthropiques. Et lorsqu'on voit cette colline, vous voyez que c'est aménagé un peu partout. De la vallée en amont, c'est aménagé. Et donc, la façon d'aménager peut aussi être un facteur aussi de fragilisation de la région. Là, je fais allusion à quoi? Lorsque vous voyez entre des personnes, des voisins qui exploitent leur terrain, vous avez quelquefois des zones de séparation. Et là, ça peut être aussi une zone de faiblesse. Mais également, comme c'était habité, on peut ignorer qu'il peut y avoir aussi un système d'écoulement des eaux de leur maison qui peut aussi enfrayer et créer un système de ravinement. Et le ravinement, une fois le terrain agité un peu, peut aussi être disons à la base de cette naissance, de ces fracturations qui sont continues. Cela a été dit après l'effondrement de montagnes dans la colline Gabaniro de la commune Muhuta, province Rumonge, causant la perte des maisons et des champs, tandis que beaucoup de citoyens sont actuellement sans abri. Et comme je l'ai dit dans le sommaire, Djouma Sabati, à qui la mairie de la ville de Bujumbura a demandé de démolir ces maisons situées au 21e avenue de la zone Buyendi, demande à la mairie que ces décisions soient revues. Suivant Alain Loris Ndongodi. Que cette personne qui a éliminé son caniveau le creuse au plus vite et par l'après, il doit procéder à la démolition urgente de ces maisons. Sinon, la mairie va le faire elle-même. C'était le 16 avril 2024, lors de la descente du maire de la ville de Bujumbura, général de brigade Jimmy Hatungimana, à la 21e avenue de la zone Buyenzi, où il a ordonné à Sabiti Djouma, un habitant de cet endroit, de démolir ses maisons sous prétexte qu'elles ont été construites illégalement, c'est-à-dire près des lignes haute tension de la régie des eaux, mais aussi en éliminant le caniveau qui conduisait l'eau des pluies vers la rivière Nahangwa. Par contre, Djouma Sabiti admet que ces constructions constituent une grande protection de cet endroit contre les montées des eaux de la rivière Nahangwa. Ces poteaux de la régie des eaux que vous voyez avant, il est passé à l'autre côté de la rivière et après une panne, les autorités de la régie des eaux m'ont approché et m'ont demandé de les prêter un espace où ils peuvent mettre les poteaux en attendant qu'ils trouveraient les propres endroits. Étant un citoyen du pays, je les ai accordé cet endroit. Je nayubatse ku Murango mu myaka iheze harabayisekeza
L'année passée, les autorités du ministère de l'Intérieur sont venues ici et je les ai expliqué pourquoi j'ai construit comme ça. Je les ai montré que je l'ai fait pour le bien-être de notre avenir. Toutefois, il admet qu'il ne peut en aucun cas refuser les décisions des autorités et qu'il n'attend qu'une décision finale qui sera prise par une équipe technique spécialisée dans le domaine. Je demande que les services techniques, soit de l'Obuha ou de la mairie de Bujumbura, viennent ici pour d'abord comprendre pourquoi j'ai construit ainsi avant de prendre les décisions, parce que j'ai évité de le faire en craignant que les eaux de cette rivière causent énormément de dégâts à l'avenir. Vous saurez que la 21e avenue de la zone Buyenzi est l'un des endroits les plus exposés au débordement des eaux de la rivière Nahangwa. L'enveloppe de 35 millions de francs burundais destinée aux champions de Primo League est insuffisante comparativement à ce que les clubs dépensent dans les préparatifs. Suivant encore Alain Loris Ndongodi. 35 millions de francs burundais, c'est l'enveloppe destinée aux champions de la Primo League. Cette enveloppe est accordée à l'équipe championne par la Braudi à travers sa marque Primus en collaboration avec la Fédération du football du Burundi FFB. Les amateurs du ballon rond au Burundi estiment que cette enveloppe est insuffisante comparativement aux dépenses des clubs, notamment pour l'achat des joueurs, leurs salaires ainsi que d'autres investissements pour mieux gérer leur club. À titre d'exemple, le club Vitalo, qui vient d'être sacré champion de la Premier League de cette année, a annoncé que seulement pour la phase allée de cette édition, il a dépensé plus de 100 millions de francs burundais et durant cette même moitié de la saison, le club Interstal a quant à lui dépensé plus de 90 millions. C'est-à-dire que durant toute la saison, Vitalo a dépensé plus de 6 fois l'enveloppe de 35 millions qu'il va recevoir en tant que champion de la Premier League. Cela montre bel et bien que les propriétaires des clubs de la Premier League le font à cause de l'amour de ce sport et non pas à cause des fins commerciaux. Un autre fait attristant est que la Braudi, via sa marque Primus, sponsor officiel de la Premier League, est aussi organisatrice de la compétition Tagata regroupant les musiciens, où le gagnant reçoit 30 millions de francs burundais, très proche du gagnant de la Premier League. Sur le plan commercial, les conséquences néfastes sont multiples. Différents sponsors qui pourraient investir dans le championnat, de même que certaines télévisions qui pourraient acheter les droits de diffusion, ne peuvent pas venir suite à l'émigration des meilleurs joueurs burundais vers les championnats des pays limitrophes qui les rémunèrent mieux. À titre de comparaison avec les autres championnats voisins, il est facilement remarquable que le nôtre est encore très loin. Le championnat tanzanien NBC Premier League accorde des 150 000 $ américains aux gagnants des titres et les clubs en profitent pour mieux entretenir leurs joueurs ou un club comme Simba Sport Club paie en moyenne entre 4 000 et 5 000 $ américains à ses joueurs. Le 11e club de ce championnat perçoit 35 millions de shillings tanzaniens. En République démocratique du Congo, grâce à Vodacom, sponsor officiel du championnat congolais, le club champion gagne 100 000 $ américains. Chez nos voisins rwandais, grâce à une bonne enveloppe qu'ils reçoivent de la part de leur fédération, les clubs de la Rwanda Premier League sont en mesure de payer entre 1 000 et 3 000 $ à ces joueurs et peuvent facilement attirer les joueurs du championnat burundais. Il serait important que la Fédération du football du Burundi, en collaboration avec la Braudi, fasse de leur mieux pour permettre à notre championnat de rivaliser avec ceux des pays voisins. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew.
Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Et avant de clôturer, suivons l'actualité internationale avec Jules Boris Ingabire. Les corps sans vie continuent d'être repêchés dans la rivière Mpoko en Centrafrique. Tout le pays est encore sous le choc 3 jours après le naufrage d'une baleinière pour cause de surcharge. Les secouristes volontaires continuent de repêcher les corps sans vie. Selon certains témoins, plus de 70 personnes auraient péri dans le naufrage, mais la protection civile a annoncé samedi le décès de moins de 58 morts et plusieurs dizaines de personnes portées disparues. Mardi, il est presque midi quand l'équipe de jeunes volontaires fait le tour du village de Nziba, à quelques kilomètres d'Ilié de naufrage. À l'approche de la berge, c'est la désolation. Zéphiré a repêché avec les autres villageois 3 personnes sans vie. Les corps flottés les a appelés les autres silos. Ils étaient tous encore de décomposition. On a jugé mieux de les enterrer non loin de la berge parce que c'est difficile de les identifier. Ici, tout le monde est encore sous le choc. Kanté, lui, pointe du doigt l'inefficacité des forces navales. Cette petite baleinière construite en bois ne devrait pas transporter plus de 300 personnes. Les forces navales qui étaient là n'ont pas contrôlé l'état de la baleinière. Un accident peut survenir à tout moment, mais on peut aussi l'éviter en éveillant sur les surcharges et la vétusté des moyens de transport, estime-t-il. Comme pour prévenir d'autres tragédies, Jean-Baptiste appelle à une prise de conscience générale. À vue d'œil, l'embarcation n'était pas solide. Elle s'est cassée sous le fait de poids. Il a fallu attendre le drame et des morts pour en parler. Des vies peuvent être protégées si tout le monde respecte la règle, analyse-t-il. Juste après ce drame, le gouvernement a pris des mesures drastiques en matière de sécurité fluviale. Désormais, tous les locomotives non homologuées au transport seront sanctionnées et bannies. Libye. Le trafic aérien a été suspendu lundi dans l'est de la Libye en raison d'une forte tempête de sable provenant du Sahara, qui a également contraint les administrations et établissements scolaires à fermer provisoirement les portes selon les autorités locales. Les décollages et atterrissages ont été stoppés jusqu'à nouvel ordre dans tous les aéroports de la région, notamment celui de Benina à Benghazi, où la piste était recouverte d'une épaisse couche de sable selon les images diffusées par les médias locaux. Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Benina ont été reportés à raison de manque de visibilité et des mauvaises conditions météorologiques, a déclaré Saleh Amrouni, directeur de l'aéroport, sur la chaîne de télévision Al-Massal. Dès dimanche, les autorités de l'Est avaient décidé que lundi et mardi seraient des jours fériés pour toutes les administrations à raison des mauvaises conditions météorologiques selon l'agence de presse nationale Lana News. En outre, des instructions ont été données aux barrages de sécurité sur les routes et forces de l'ordre sur les voies publiques de limiter la circulation et les déplacements des personnes dans les zones où la visibilité est mauvaise. L'état d'alerte a également été décrété à Derna, ville de l'Est libyen, pour préserver une population meurtrie et encore sous le choc après les inondations meurtrières de septembre 2023 qui ont fait des milliers de morts et disparu plus de 40 000 déplacés. Des vents violents ont également soufflé sur les villes de Tobruk, Al-Baïda et Adjabia dans le nord-est de la Libye où le ciel est devenu de couleur ocre avec une très mauvaise visibilité, forçant les gens à rester chez eux. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et pour plus de détails, suivez BTV Burundi sur YouTube, X et Facebook et sur Canal+, c'est chaîne 396 et sur StarTime, c'est chaîne 781 et 106. Bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.